du commerce local organisée par la CCI Seine-et-Marne pardon, en 2026. Donc, pour ce premier rendez-vous, on a choisi d'aborder une thématique qui est importante effectivement pour vos territoires, mais également pour vos commerces de proximité, qui est la question de la maîtrise du bail commercial, et c'est un enjeu un peu stratégique tout autant pour vous que pour vos commerçants, en sachant que depuis maintenant plus de 10 ans, depuis la loi Pinel, certains peut-être d'entre vous la connaissent, on a constaté qu'effectivement le législateur a souhaité renforcer progressivement le caractère protecteur du statut des baux commerciaux et une loi qu'on évoquera en fin de webinaire, qui est le projet de loi de simplification de la vie économique, qui est toujours pas publié, va renforcer encore plus ce caractère protecteur du statut des baux commerciaux, notamment vis-à-vis du locataire occupant, du commerçant. Euh, à- c'est la raison pour laquelle je souhaitais qu'on évoque ce sujet important pour vous, mais aussi pour nous par rapport à l'accompagnement des commerçants qu'on est amené à rencontrer. Déjà, la première des choses m'apparaît nécessaire de mettre à plat, c'est la question de ce qu'est un bail commercial, comment on définit un bail commercial. Eh bien, un bail commercial, c'est donc un contrat synallagmatique. Alors peut-être que ce mot ne parle pas à chacun des participants. Synallagmatique, ça sous-entend le fait que c'est un contrat qui lie deux personnes pour lesquelles on a une réciprocité d'obligations et une interdépendance. Donc, le contrat de bail commercial donc, va lier deux personnes, donc un locataire ou un preneur, ainsi qu'un bailleur qu'on peut appeler bien sûr aussi propriétaire, dans le but de mettre à la disposition du locataire un local commercial d'activité ou artisanal pour une certaine durée, moyennant un certain prix et bien sûr selon certaines conditions. Donc, quatre conditions cumulatives doivent être respectées pour bénéficier du statut de bail commercial. Déjà, la première des contraintes et la première des obligations, c'est bien sûr euh, de disposer d'un contrat de location. Ça, c'est une nécessité absolue. Deuxième chose, effectivement, que ça concerne bien un local identifié, un local commercial, donc bien naturellement. Et troisième condition cumulative, que cela concerne l'exploitation d'un fonds de commerce ou artisanal. Sur ce point-là, un élément important, c'est que l'exploitation de ce local commercial, elle doit être effective, c'est-à-dire avoir un caractère stable et permanent, notamment pour permettre ce qu'on verra ensuite, le renouvellement du bail commercial. D'accord? Et enfin, bien sûr, il faut que l'activité, le locataire qui va s'installer et exploiter ce fameux local commercial soit immatriculé au registre national des entreprises. Donc, je rappelle, le registre national des entreprises, c'est ce qui a remplacé le registre du commerce et des sociétés il y a de cela maintenant 2 ans. Donc, voilà. Ça, c'est les quatre conditions cumulatives pour que l'on puisse considérer un contrat comme étant un bail commercial. Petit aparté, parce que effectivement, dans vos locaux commerciaux, peut-être que certaines collectivités présentes sont gestionnaires et propriétaires d'un certain nombre de pieds d'immeubles sur leur territoire respectif. Qu'en est-il des professions libérales? Alors, les professions libérales, donc, que l'on définit comme étant les médecins, les avocats, les architectes, les experts comptables, relèvent, elles, en principe d'un autre type de contrat, qui est le contrat de bail professionnel et non le contrat de bail commercial, qui a pour intérêt d'être plus souple que le bail commercial, puisqu'il n'y a pas de, mais par contre, qui n'offre pas les mêmes avantages, le même statut protecteur que le bail commercial, notamment sur la question il n'y a pas de droit au renouvellement protégé, comme on le verra dans le cadre d'un bail commercial. Mais l'avantage, la souplesse, c'est que donc le contrat est d'une durée de 6 ans, 6 ans minimum, et que par contre, il peut être résilié librement euh, par le locataire avec préavis de 6 mois, contrairement au bail commercial, comme on le verra plus tard au cours de cet atelier. Juste pour préciser que pour ce qui est des professions libérales, depuis la loi LME de 2008, elles ont la possibilité de faire le choix de s'appliquer le statut des baux commerciaux, mais pour cela, il faut que cela se fasse par stipulation express
et non équivoque dans le bail commercial qu'elle va signer avec le propriétaire des murs. Donc, un exemple de clause qu'on peut intégrer pour une activité libérale, peut-être que dans vos locaux commerciaux, vous êtes sollicité pour l'installation d'activités libérales non commerciales. Eh bien, il faut que les parties soumettent expressément le présent bail au statut des baux commerciaux. Il faut que ce soit libellé de cette sorte dans le contrat qui aura été signé entre la profession libérale et le propriétaire. Je ne l'ai pas précisé en introduction, mais bien naturellement, vous aurez l'occasion de me poser toutes les questions que vous le souhaitez à la fin de notre webinaire. Qu'est-ce que on entend par statut protecteur des baux commerciaux? De quoi il s'agit exactement? Eh bien, il faut savoir que, il y a certaines dispositions dans le Code du commerce qui réglementent le statut des baux commerciaux, qui sont ce qu'on appelle des dispositions d'ordre public, c'est-à-dire que le bail commercial qui va être signé entre le locataire et son propriétaire ne peut déroger à ces règles, à peine de clauses réputées non écrites et sous peine de nullité des clauses, ou dans tout cas de qualification de clauses illicites, dès lors qu'elle contredit une des dispositions d'ordre public prévues au statut des baux commerciaux. On va voir juste après, effectivement, la nature des dispositions prévues au Code du commerce dans le statut du bail commercial qui sont aujourd'hui d'ordre public et auxquels le bail ne peut contrevenir. En tout premier lieu, la première des dispositions d'ordre public qui est contenue, qui permet de bénéficier du statut des baux commerciaux, il y a effectivement la question de la durée minimale de 9 ans du bail commercial et les règles relatives au congé triennal qu'on verra juste après. Aujourd'hui, ça c'est une clause qui, qui ne peut être remise en cause dans le bail commercial signé entre le locataire et son propriétaire. Deuxième disposition d'ordre public, la question pour le droit pour le locataire de céder son bail au cessionnaire de son fonds de commerce ou de son entreprise. Donc, toute clause qui interdirait cette cession sera réputée comme non écrite. Troisième disposition aujourd'hui d'ordre public, le fait que le régime légal de la révision des loyers, et ça c'est un élément important aujourd'hui puisqu'on a des évolutions importantes du montant des loyers. Aujourd'hui, une des principales charges qui pèsent sur les activités commerciales installées sur vos différents territoires, c'est cette problématique de loyer à payer par le locataire à son propriétaire. Donc, notamment aujourd'hui, il y a un régime légal de révision des loyers qui encadre la fréquence de révision et l'usage des indices qui permettent de déterminer le montant de l'évolution qui va être appliqué au locataire. Quatrième disposition de ordre public, les règles relatives aux intérêts sur les loyers payés d'avance. Autre élément, l'obligation d'établir bien sûr un état des lieux d'entrée et de sortie de manière contradictoire et qui sera annexé au bail commercial signé entre le locataire et le propriétaire des murs. L'obligation également dans le contenu du bail de faire un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances qui seront liées au bail, c'est-à-dire obligation pour le propriétaire de faire un état récapitulatif des charges et des travaux et l'encadrement des charges qui ne peut être, il y a certaines charges qui ne peuvent être en aucun cas imputées au locataire et on en reparlera lorsqu'on évoquera cette clause en particulier un petit peu plus loin. Et enfin, la condition de validité et de mise en œuvre de la clause résolutoire. Qu'est-ce qu'on entend par clause résolutoire? Clause résolutoire, c'est en cas de manquement, notamment d'un locataire quant au règlement du loyer à son propriétaire, effectivement, ce dernier peut être amené à activer cette clause résolutoire pour récupérer le local dont il est le propriétaire. Il y a des conventions qui sont exclues du statut du bail commercial, notamment ce qu'on appelle le bail dérogatoire. Certains d'entre vous le sollicitent notamment pour l'exploitation, parce que je sais qu'il y en a sur notre territoire de Seine-et-Marne, je pense aux boutiques éphémères ou aux boutiques à l'essai, où on a la possibilité effectivement de déroger au bail commercial au travers de la signature d'un contrat de location de courte durée. Euh, et dans ce cas-là, il faut que le contrat stipule expressément dans le document en question qu'il déroge expressément au statut des baux commerciaux pour que cela soit mis en œuvre.
effectivement, des fois, la rigidité du bail commercial classique de 9 ans avec possibilité de sortie triennale ne correspond pas toujours aux besoins des entreprises. Certains cherchent plus de flexibilité que ce que n'offre aujourd'hui le bail commercial et son statut. Et donc, bah, ça peut devenir une solution attractive, notamment, comme je le disais, pour tester une activité sans s'engager sur un long terme de 9 ans. Et puis aussi, on l'a vu, hein, de nouvelles formes hybrides émergent aussi, inspirées du coworking ou de l'économie digitale, qui font que, effectivement, certains préfèrent ce régime dérogatoire au statut du bail commercial, donc le bail dérogatoire, qui a pour intérêt, effectivement, de de pouvoir, on peut y mettre un terme assez facilement, et au-delà de ça, on s'engage sur une durée beaucoup plus courte. Donc c'est vraiment, ça peut être une solution. Ah, il y a quelqu'un qui vient Oui. d'arriver. Hop, bonjour. Bonjour, Euh, excusez-moi pour le retard, Pas de mais problème, j'étais en rendez-vous et c'était urgent, donc aucun excusez-moi. problème, aucun problème. De toute façon, je précise que notre session du jour est enregistrée et que vous aurez la possibilité de la revisionner sur le site de la CCI Seine-et-Marne à terme. Voilà, Super, merci beaucoup. de rien. Et notamment, je pense à certains concept stores, notamment même pour des restaurateurs qui pourraient vouloir se lancer dans un concept éphémère d'activité commerciale et qui préférera, dans ce cas, mettre en place un bail de courte durée au travers du régime des baux dérogatoires, sans s'engager sur sur une durée de 9 ans. Alors, notamment, on a, mais je ne sais pas si ma collègue Agnès est connectée ou pas, mais on a le concept de resto éphémère qui s'est pas mal développé, ou de resto à l'essai, plus exactement, qui s'est pas mal développé sur notre département. Notamment, il me semble qu'il y en a un qui a ouvert sur la communauté de communes du Provinois, si je ne me trompe pas, mais peut-être que le représentant de la communauté de communes pourra en toucher deux mots en fin d'atelier, mais il me semblait bien que c'était sur ce territoire-là. En tout Oui, état de c'est cause, juste. voilà, trois conditions cumulatives pour qu'il y ait bail dérogatoire. Un, il faut bien sûr que le contrat, bien naturellement, soit écrit. Deux, il faut que les parties, donc les deux parties que sont le locataire et son propriétaire, expriment clairement leur volonté d'écarter le statut des baux commerciaux. Et bien sûr, la durée totale du bail et des baux successifs ne pourra en aucun cas excéder 3 ans. OK? Autre convention qui exclut du statut du bail commercial, la convention d'occupation précaire. Donc ça, c'est quelque chose de moins fréquent, mais qui existe également et qui a pour intérêt, là aussi, d'être dédié à des occupations qui vont être sur une durée précise, et notamment, c'est le fait d'occuper des lieux pour, en prévision d'un projet de démolition ou de reconstruction, ou un immeuble en attente d'expropriation. Donc, il y a plusieurs cas précis qui peuvent permettre l'utilisation de ce type de contrat liant le locataire et le propriétaire. Mais par contre, effectivement, la problématique de ce type de contrat, c'est que ça ne garantit pas à l'occupant, donc aux commerçants ou aux locataires, quoi qu'il arrive, une jouissance paisible du local commercial, puisque, bien naturellement, la convention, elle a un caractère provisoire et elle n'a pas de terme précis. Donc, il n'y a pas de durée précise signifiée. Quoi qu'il en soit, la principale différence entre euh, convention d'occupation précaire et bail de courte durée, c'est cette notion de précarité, puisque là, pour le coup, on peut y mettre à terme à tout moment et la durée n'est pas définissable. Donc, possibilité d'occupation de plus de 3 ans, contrairement au bail de courte durée, au bail dérogatoire. Mais effectivement, par contre, on peut y mettre un terme à n'importe quel moment et on n'a pas la possibilité de revendiquer le statut des baux commerciaux. C'est-à-dire que l'autorisation de poursuivre une occupation à titre précaire doit être justifiée par des conditions particulières qui nous vont permettre d'exploiter le local de façon pleine et entière durant cette durée définie par le propriétaire. OK? Donc aujourd'hui, quelles sont les principales clauses, en tout cas les principales clauses sur lesquelles il faut être attentif avant de signer un bail commercial? Là, c'est un sujet sur lequel, en tout cas, moi, j'insiste fortement
auprès des porteurs de projets ou repreneurs d'activités commerciales que je peux être amené à rencontrer dans le cadre de mes accompagnements et notamment aussi dans le cadre des formations permis d'exploitation pour l'exploitation d'une licence débit de boisson, parce que c'est un sujet qu'on évoque fortement avec les repreneurs de café, hôtel, restaurant. C'est la question des différentes clauses à prendre en considération et à surveiller. En tout premier lieu, bien sûr, l'objet du bail, c'est-à-dire la destination des lieux loués. En second temps, bien sûr, le loyer et les charges. La question de la répartition des travaux, l'entretien et des réparations locatives. Les conditions tenant à la fin du bail par résiliation. La question du droit au renouvellement au bail. Et enfin, la question de la cession du bail commercial. En tout premier lieu, la question de la destination des lieux loués. Donc là, c'est une clause essentielle du bail commercial qui va définir l'usage autorisé des locaux. Donc, la destination des lieux, elle va préciser l'activité commerciale, artisanale ou industrielle que le locataire pourra exercer exclusivement dans les locaux. Et elle l'emporte sur l'usage réel fait des lieux. Donc, d'où l'importance de mettre, si on a une clause spécifique, je vais vous donner un exemple, vente de prêt-à-porter, bah, ça sous-entend que l'activité est limitée. Par contre, si on met, et on en a de moins en moins de ce que vous avez pu connaître, qu'on appelait des beaux tout commerce, où là, toute activité commerciale entrant dans le champ du statut des beaux commerciaux peut être exercée. Là, c'est une clause de destination très libérale qui va permettre aux locataires d'exercer toute activité commerciale dans le local qu'il prend à bail. Donc ça, on en a de moins en moins. Vous l'avez sans doute constaté vous aussi sur vos différents territoires. Mais effectivement, le propriétaire est de plus en plus enclin à mettre en conformité j'ai envie de dire, à réduire la destination des lieux loués qu'il va mettre à bail vis-à-vis du locataire en le restreignant quant à la nature des activités commerciales qu'il va pouvoir exercer aux simples activités prévues éventuellement dans l'objet social des statuts de l'entreprise créée par le locataire occupant. Donc là-dessus, effectivement, il faut être vigilant parce que on le va voir juste après. Dès lors qu'on ne va pas être en lien avec une définition claire et précise des activités autorisées dans l'exploitation du local commercial, bien ça peut entraîner pour le locataire des sanctions. Un déplafonnement du loyer. Deux, une résiliation judiciaire du bail commercial signé avec le propriétaire. Trois, l'activation de ce qu'on appelle la clause résolutoire de plein droit. Donc, c'est-à-dire le locataire devient, en cas de validation par le juge des loyers, un occupant sans droit ni titre et doit restituer le local à son propriétaire. Et ça peut également entraîner un refus de renouvellement et surtout le non-paiement d'une indemnité d'éviction par le propriétaire. Mais on y viendra juste après. Justement, la question de la déspécialisation d'un bail commercial, eh bien, lorsque on a un locataire occupant qui souhaite procéder à un changement d'activité, c'est-à-dire utiliser le local commercial, c'est-à-dire modifier la destination du bail commercial qu'il a signé avec son propriétaire. La procédure légale qu'il doit mettre en œuvre, si c'est une déspécialisation plénière, donc totale, c'est-à-dire un changement total d'activité par rapport à celle qu'il exerçait au préalable, eh bien, dans ce cas-là, il doit nécessairement justifier cette déspécialisation par des conditions économiques et la nécessité d'une organisation rationnelle de la distribution de son activité professionnelle. Donc notamment, il doit, en termes procéduriers, adresser à son propriétaire une demande motivée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte notifié au bailleur. Et le bailleur, lui, aura un délai d'un mois pour répondre à son locataire quant à l'autorisation ou la non-autorisation, l'acceptation ou le refus motivé quant à la demande de déspécialisation plénière que lui notifie son locataire occupant. En tout état de cause, les effets de la déspécialisation plénière, pour le bailleur, ça lui permet de demander soit une indemnité, mais également d'augmenter immédiatement le loyer. Donc ça, c'est pas neutre.
Et lors du renouvellement du bail commercial, le changement d'activité, là aussi, peut entraîner ce qu'on appelle un déplafonnement du loyer, donc une augmentation non substantielle du montant du loyer qui pourra être réclamé par le propriétaire bailleur. D'où l'importance, comme je le disais tout à l'heure, de bien notifier la nature des activités que le locataire va pouvoir être en capacité d'exercer. Généralement, on dit, on définit une activité, je le répète, je le disais tout à l'heure, en lien avec l'objet social qu'on a défini dans les statuts de la société commerciale qu'on a créée pour l'exploitation du local, mais on peut être enclin à négocier avec le propriétaire le, le- le fait de pouvoir développer des activités connexes à l'activité principale définie pour éviter justement la mise en œuvre de cette procédure de déspécialisation, qu'elle soit plénière ou partielle, parce qu'effectivement, il y a aussi le cas de la déspécialisation partielle de la destination des lieux loués, où là, on fait justement l'adjonction d'une activité connexe ou complémentaire à l'activité prévue dans le bail. Donc là aussi, il y a une procédure à respecter. Donc là, c'est le cas, je sais pas, vous êtes boulangerie et puis vous voulez faire en plus salon de thé. Donc là, par exemple, dans ce cas-là d'espèce, la procédure est la suivante. On doit notifier, enfin, le locataire doit notifier par écrit au bailleur, soit par lettre recommandée avec accusé réception, soit par acte d'huissier précisant les activités qu'il souhaite connexes, qu'il souhaite développer par rapport à l'activité principale. Là, le bailleur dispose d'un délai de 2 mois pour éventuellement contester le caractère connexe ou complémentaire de l'activité que souhaite développer, que souhaite mettre en adjonction le locataire dans le local commercial qu'il lui loue. Et attention, s'il y a silence, ça sous-entend un accord tacite. C'est-à-dire que si le propriétaire ne réagit pas dans le délai de 2 mois pour contester, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que ce dernier accepte le caractère complémentaire de l'activité que le locataire souhaite exercer dans le local qu'il lui loue. Et par contre, la conséquence, bien naturellement, c'est que bah, le bailleur pourra prendre en compte ces activités complémentaires et connexes qu'il a autorisées lors de la prochaine révision triennale du loyer et notamment si cela modifie la valeur locative du local. Par contre, il n'y a pas de déplafonnement immédiat en la matière. Et autre élément important, c'est que bah, naturellement, le propriétaire, généralement, l'augmentation, elle sera quand même pas substantielle. C'est pas un déplafonnement, mais bien naturellement, si la valeur locative du local commercial qu'il loue évolue sensiblement, il sera en capacité effectivement de réviser le loyer de son locataire. Deuxième clause importante, bah, justement, cette question de, euh, de la fixation des loyers. Euh, Hop là, pardon, j'ai sauté une slide, excusez-moi. Je reviens sur la slide précédente. D'où ce que je disais tout à l'heure en introduction, l'importance de demeurer attentif lors de la rédaction de la clause de destination du bail commercial, euh, dans le sens où ce que je disais, c'est que là où les activités autorisées par leur bailleur doivent être identiques à celles déclarées sur le cabis au jour de l'immatriculation et décrites dans la clause d'objet social des statuts de la société. L'intérêt, enfin les intérêts, un, c'est éviter d'avoir à recourir à une procédure de déspécialisation qui est fastidieuse d'un point de vue administratif et aussi qui peuvent être coûteuses pour le futur locataire occupant. Bah, deux, limiter l'impact sur la fixation du loyer par le bailleur. Et trois, faciliter la cession ultérieure du bail commercial par le commerçant. Donc, en gros, les clauses à éviter, pour éviter tout risque de contentieux, c'est des clauses trop vagues, mais également trop restrictives. Qui pourrait empêcher une déspécialisation, qu'elle soit totale ou partielle. Donc, la clause de destination va vraiment conditionner, à mon sens, la pérennité de l'exploitation d'une activité commerciale, d'où l'importance d'anticiper les évolutions éventuelles de l'activité commerciale de l'entreprise occupante dès la signature du bail commercial. Concernant la clause liée au loyer et aux charges, le principe, c'est que traditionnellement, bah, le loyer il est fixé forfaitairement à un certain montant annuel, sans référence à la surface louée ni précision quant à la méthode utilisée.
Donc le loyer, il peut être fixe, il peut être variable, il peut être progressif. Il y a effectivement, euh, généralement, les parties pourront également négocier et convenir d'un allègement ou d'une franchise de loyer au bénéfice du preneur pendant un certain nombre de mois, afin de tenir compte à la fois de l'importance et de la durée des travaux qui vont être effectués par le futur locataire dans le local commercial. Euh, la franchise, par contre, elle ne concerne que le paiement du loyer, hein. Elle n'exonère pas le locataire occupant du paiement des charges liées à l'exploitation du local, hein. Attention, parce que souvent, quand on négocie, quand un locataire, un futur locataire négocie une franchise de loyer, il oublie que ça ne concerne que le paiement du loyer hors charge, hors taxe. Donc, il faut être vigilant sur ces questions-là. En tout état de cause, la tendance récente est, quoi qu'il en soit, une plus grande transparence sur les critères de fixation du loyer, que ce soit en lien avec la valeur locative, le marché de référence ou les charges récupérables, et encore plus, j'en vise dans les centres commerciaux, afin de limiter les litiges sur le caractère manifestement excessif du loyer, mais également sur la répartition des charges, parce que c'est vrai que le poids des charges, parce que généralement, quand un propriétaire ou une agence immobilière présente un local commercial à un futur occupant, un futur locataire occupant, il va lui annoncer un prix hors taxe, hors charge. Il va lui dire, voilà, le loyer mensuel pour ce local commercial sera de tant d'euros. Et souvent, les futurs locataires occupants, les porteurs de projets, oublient de demander quel est le montant des charges et surtout, on le verra ensuite, qu'est-ce qui est compris dans les charges que ce dernier va être amené à payer mensuellement ou trimestriellement, puisque le mode de règlement du loyer aujourd'hui est défini dans le bail commercial comme pouvant être mensuel ou trimestriel. Et en fonction du choix retenu, le poids des charges par rapport à la situation de trésorerie d'un commerce, ça peut devenir compliqué si on est amené à avoir à payer ses charges au trimestre avec une évolution de son activité commerciale qui ne le permet pas. Donc, faut être là aussi très regardant avant toute signature sur ces conditions de fixation du montant de loyer et les conditions aussi de règlement de ce dit loyer. Quelles sont les conditions de révision du loyer en cours de bail? Donc ça aussi, c'est prévu bien sûr dans la clause liée au loyer et à sa modification. Donc la révision du loyer, elle peut être aussi bien à la hausse qu'à la baisse, mais quoi qu'il en soit, la révision du loyer, elle est plafonnée et encadrée par un indice de révision, sauf exception qu'on verra ensuite quand on est au déplafonnement du montant du loyer. Donc, comme je le disais, une révision de loyer elle peut être soit triennale, donc tous les 3 ans, ce qu'on appelle la clause de révision triennale. Pour être très honnête, mais peut-être que vous confirmerez ça par rapport aux différents documents, aux différents contrats de beaux commerciaux que j'ai pu être amené à relire ces dernières années, je vois de moins en moins de clauses de révision du loyer triennal, mais de plus en plus de clauses de révision annuelle du loyer, donc tous les ans avec ce qu'on appelle, j'y reviendrai juste après, une clause d'échelle mobile ou d'indexation. En tout état de cause, les clauses d'indexation dites tunnel, je ne sais pas si ça vous parle, euh, peuvent être admises. Donc, c'est des clauses avec un plancher et un plafond de variation annuelle, sous réserve qu'elles jouent dans les mêmes limites à la hausse et à la baisse, à défaut de quoi, là encore, la clause peut être réputée non écrite et donc ne pas être applicable, ou en tout cas contestée par l'un des deux contractants. Les décisions récentes des tribunaux rappellent qu'une clause d'indexation ne doit pas conduire à une distorsion systématique au profit d'une seule des deux parties, donc généralement en faveur du propriétaire, avec une indexation uniquement à la hausse et, ou la référence à un indice étranger à l'activité, sous peine d'être frappé de nullité partielle ou totale. Donc là-dessus, les juges sont assez regardants pour éviter que des locataires occupants se retrouvent en trop grande difficulté du fait de la signature, de l'intégration d'une clause d'indexation qui soit systématiquement en faveur du propriétaire vis-à-vis de son locataire occupant. Alors, quelles sont les conditions de révision plafonnée du loyer en cours de bail? Donc, un, effectivement, la question de la révision triennale, même si effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on en voit de moins en moins dans les contrats de baux commerciaux qu'on peut être amené à consulter ou à relire.
ces dernières années. La révision triennale, donc, elle est encadrée par l'article 145-37 et 38 du Code de commerce et elle obéit surtout à des conditions de délai, de forme et de plafonnement. Déjà, la révision ne peut être demandée qu'à l'expiration d'une période de 3 ans à compter de l'entrée en jouissance du locataire ou de la dernière révision. En pratique, une nouvelle demande ne peut intervenir qu'au moins 3 ans après la date d'effet du loyer précédent. Qui peut demander parce qu'elle n'est pas automatique, qui doit ou peut demander cette révision du loyer? Eh bien, la demande peut être faite tout autant par le bailleur que par son locataire occupant. Et là encore, en termes de formalisme, elle doit être formulée soit par acte de commissaire de justice, soit par lettre recommandée avec accusé-réception. Là encore, la demande doit mentionner à la fois le nouveau loyer souhaité à peine de nullité. Donc, le principe, c'est qu'on est dans le cadre d'une révision plafonnée, c'est-à-dire que par la variation d'un indice légal, sauf le cas du déplafonnement, entre les deux périodes de 3 ans. Donc, les indices utilisables sont selon l'activité, soit les indices des loyers commerciaux, donc ILC, soit l'indice des loyers des activités tertiaires pour les activités de bureau, logistique et services. Et la formule classique qu'on va appliquer, c'est loyer actuel fois indice nouveau sur indice de référence. Et c'est ça qui permettra de déterminer l'augmentation, la révision, l'augmentation du loyer qui va être demandée et appliquée par le propriétaire ou par son locataire si il estime au travers de cette révision que bah, ça lui permettrait d'obtenir une baisse de son loyer, ce qui est assez rare, mais c'est une possibilité. Les cas de déplafonnement sont les suivants, les exceptions que j'évoquais tout à l'heure quant à la possibilité de déplafonner. Le déplafonnement du loyer n'est possible que en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialisé, qui entraîne une variation de plus de 10% de la valeur locative du local commercial concerné. Et pour les clauses d'échelle mobile qu'on va voir juste après, c'est lorsque le jeu de l'indexation a déjà fait varier le loyer de plus d'un quart. Là, une révision peut être demandée pour revenir à la valeur locative. Donc effectivement, deux possibilités de révision plafonnée du loyer en cours de bail. Donc je l'ai dit, la révision triennale. Et ce qu'on voit le plus aujourd'hui, c'est effectivement cette question de la révision au travers de la mise en place d'une clause d'indexation, d'une clause d'échelle mobile. Donc là, c'est une révision qui a pour intérêt d'être annuelle et automatique, contrairement à la révision triennale où elle doit faire l'objet d'une demande de la part du bailleur ou du locataire occupant. Là, c'est une révision automatique du loyer distincte de la révision triennale. Et là, elle prévoit une variation réciproque du loyer à la hausse et ou à la baisse, proportionnelle à la variation d'un indice légal. Là encore, les indices utilisables sont bah, l'ILC et l'ILAT. Contrairement à la révision triennale, on peut avoir l'indice du coût de la construction, mais on va dire que je suis pas trop fan de cet indice-là, parce que généralement, il n'est pas trop en faveur du locataire occupant, mais plutôt en faveur du propriétaire. En tout état de cause, l'indice doit avoir un lien direct avec l'activité du locataire ou l'objet du bail. D'accord? Donc là-dessus, faut être très regardant quant à la nature de l'indice qui a été retenu par le bailleur ou l'agence immobilière qui vous fait la proposition de bail commercial sur le fait de voir quel est l'indice retenu et est-ce que celui-ci correspond bien à la nature de l'activité qui va être exercée dans le local concerné. Donc le fonctionnement pratique, c'est ce que je disais, c'est il n'y a pas besoin de demande formelle, contrairement à la révision triennale où là on peut avoir, où on nécessite la réalisation soit d'un acte par commissaire de justice, soit de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception. Le loyer indexé s'applique de plein droit à l'échéance prévue, souvent à la date anniversaire de signature du bail. Donc, par exemple, si quelqu'un signe un bail, on va dire au 1er février 2026, eh bien, au 1er février 2027, cette clause d'indexation annuelle sera applicable et donc une augmentation ou une baisse du loyer sera applicable en la matière. La problématique aussi, c'est que, et l'intérêt pour le bailleur, c'est que ces clauses d'indexation ou d'échelle mobile, elle peut avoir un effet rétroactif. C'est-à-dire que un bailleur qui aurait oublié d'appliquer cette augmentation annuelle sur son locataire occupant a la possibilité de réclamer des rappels de loyer sur une période quand même de 5 ans. Alors c'est 5 ans maximum, mais 5 ans c'est long. Et du coup, ça peut nécessiter bah, des augmentations et des rappels de loyer importants
du bailleur vis-à-vis de son locataire occupant. Quoi qu'il en soit, la variation, quoi qu'il arrive, ne pourra en aucun cas excéder 10% du loyer en cours par an. Et 10%, c'est énorme. En sachant qu'on a eu, de ce point de vue-là, entre 2022 et 2024, une obligation, un plafonnement qui a été imposé par le gouvernement d'une augmentation maximum de 3,5% par an. Alors, la question du loyer, surtout de la répartition des charges et des impôts, donc ça, hein, c'est quelque chose aussi sur lequel il faut que le locataire, le futur locataire d'un local commercial soit regardant, puisque le principe, c'est que euh, tout est négociable en la matière entre les parties. Il y a des règles impératives qui sont issues de la loi Pinel qui font qu'aujourd'hui, certaines charges sont prohibées et ne peuvent pas être récupérables sur le locataire. Pour autant, bah, c'est les parties qui déterminent quand même contractuellement qui supporte quoi et doivent établir surtout dans le contrat de bail un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances qui vont être annexées au bail commercial ou intégrées à celui-ci. Donc là aussi, donc la répartition l'inventaire, il doit faire la répartition entre ce qui va être pris en charge par le bailleur et ce qui va être pris en charge par le preneur. À défaut, bah, seules les charges expressément prévues sont récupérables. Donc c'est d'où l'importance de bien relire un bail commercial avant de le signer. Ça, c'est quelque chose que je dis systématiquement à mes porteurs de projets ou futurs repreneurs notamment de café, hôtel, restaurant dans le cadre de la formation permis d'exploitation. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne relisent pas forcément le document qui va les engager quand ils reprennent un droit au bail ou qu'ils signent un nouveau bail. Euh, il faut être vigilant sur ces questions de répartition des charges entre les charges mise à la charge du locataire occupant et celles qui sont conservées par le bailleur. En tout état de cause, un bailleur il doit fournir un état récapitulatif annuel des charges, au plus tard normalement le 30 septembre de l'année N+1 ou 3 mois après la réédition en copropriété, et communiquer bien sûr sur demande du locataire bah, les éventuels justificatifs. Parce qu'effectivement, quand on voit l'évolution du poids des charges, on peut, en tant que locataire, s'interroger sur le montant des charges annuelles ou trimestrielles qu'on est amené à payer. Donc, sachez qu'en tant que locataire, on a la possibilité de demander à son propriétaire de justifier le montant annuel de la charge payée. Donc, quelles sont les charges aujourd'hui prohibées qui sont non récupérables par le propriétaire sur son locataire? Première chose, mais ça, vous avez sans doute entendu parler de cette charge-là, parce que ça a été une des principales modifications initiées par la loi Pinel, c'est tout ce qui est grosse réparation, c'est-à-dire les travaux prévus à l'article 606 du Code civil, et bien sûr les honoraires associés à ces gros travaux, donc c'est tout ce qui concerne une toiture entière, les gros murs, les voûtes, etc., etc. Les travaux de vétusté ou de mise en conformité relevant des grosses réparations, les impôts de propriété, c'est-à-dire ben, la contribution économique territoriale, c'est-à-dire la CFE et la CVAE, bien sûr l'impôt sur le revenu foncier, les honoraires du bailleur pour la gestion des loyers, on ne peut pas mettre à la charge de son locataire bah, les éventuels frais d'agence liés à la gestion assurée par une agence immobilière de son local commercial. Par contre, il y a tout un tas de charges récupérables qui peuvent être mises sur le dos du locataire, entre guillemets. Bien sûr, les charges locatives courantes, c'est-à-dire l'entretien, les réparations mineures, l'eau, l'électricité, gaz consommé, le nettoyage. Jusqu'à présent, la taxe foncière et les taxes additionnelles, je pense à la TEOM et au balayage. Si tout ça est expressément stipulé dans ce fameux inventaire de répartition des charges du bailleur et de son preneur. Les travaux d'embellissement excédant le remplacement à l'identique. Les taxes liées à l'usage, c'est-à-dire les taxes de voirie, services dont bénéficie le locataire, mais également les charges de copropriété, ainsi que euh, la répartition au prorata des surfaces exploitées, là aussi avec la pondération selon l'usage et l'emplacement. Donc là-dessus, là encore, concernant l'établissement de cet inventaire précis et limitatif, euh, il faut que le locataire soit euh, regardant sur ce que le propriétaire va mettre à sa charge en termes de charges et vérifier bien naturellement que les charges sont bien des charges récupérables par le propriétaire au regard de la loi.
et du code du commerce. Et deux, il faut que le bailleur aussi il est dans l'obligation d'informer son locataire des éventuelles évolutions quant à la répartition. Là encore, euh, pour ce qui est des travaux entretien et réparation locative, donc il y a une libre répartition des travaux de l'entretien et des réparations locatives entre les parties, sous réserve de ceux qui peuvent imputer au locataire, bien sûr. Par contre, le propriétaire aujourd'hui est dans l'obligation de fournir, là encore, un inventaire précis et limitatif des catégories de charges et impôts aux taxes, ce qu'on a vu juste avant. Et surtout, il doit fournir un état prévisionnel et récapitulatif des travaux lors de la conclusion du bail, puis tous les 3 ans. Donc ça, c'est une obligation, hein. Les textes récents et la jurisprudence insistent sur la nécessité pour le bailleur de détailler justement les programmes de travaux pluriannuels, donc avec un état prévisionnel lors de la conclusion du bail, afin d'éviter des régularisations massives et imprévisibles pour son locataire. Qu'en est-il de la fin du bail? Alors attendez, hop, j'ai sauté encore une slide, excusez-moi, je vais trop vite. Qu'en est-il de la fin du bail par résiliation? Donc, dans un bail commercial, on a une résiliation triennale, hein, c'est-à-dire que le, à l'échéance triennale ou en cours de bail, un locataire peut demander la résiliation du bail commercial qu'il a signé, et ce sans motif, donc au bout de 3 ans, au bout de 6 ans ou au bout de 9 ans, avec un préavis par contre de 6 mois à respecter et un envoi soit en lettre commandée avec accusé réception, soit par l'intermédiaire d'un acte extrajudiciaire. Euh, et donc là-dessus, c'est la possibilité pour le locataire de résilier son bail au bout de 3 ans. Pour le bailleur, par contre, lui, la procédure à respecter pour le bailleur, c'est que lui, sauf en cas de reconstruction, de surélévation ou de travaux prescrits, avec indemnité d'éviction, le bailleur peut pas mettre un terme au bail, sauf au bout des 9 ans, mais par contre, il doit respecter le même formalisme que que le locataire. Excusez-moi. Donc ça, c'est la résiliation triennale. Deuxième cas de résiliation, là, c'est quelque chose que je vois malheureusement en ce moment fréquemment du fait des difficultés que rencontrent nos activités commerciales depuis quelques années, on va dire depuis même le Covid. C'est la question de l'activation de ce qu'on appelle la clause résolutoire prévue dans le bail commercial et qui est applicable en cas de manquement grave et notamment d'impayé par le locataire occupant. Donc là, la clause résolutoire, elle est présente dans la quasi-totalité des baux commerciaux, hein. Par contre, il y a une procédure qui doit être respectée par le bailleur qui souhaite activer ces clauses résolutoires pour essayer de récupérer le local commercial dont il est le propriétaire. Première chose, il doit adresser à son locataire un commandement de payer euh, à son- euh, et ce commandement payé doit demeurer infructueux à l'issue d'un délai d'1 mois pour que ce dernier puisse saisir la justice et obtenir l'activation de la clause résolutoire par le juge des loyers commerciaux. Sachant que le juge des loyers commerciaux, c'est le juge du tribunal judiciaire aujourd'hui. Donc, en cas de résiliation judiciaire par le bailleur, il faut effectivement que le propriétaire stipule qu'il a bien respecté la procédure, donc le fameux commandement de payer adressé et qui est resté infructueux dans un délai d'1 mois. Aujourd'hui, la jurisprudence constate que dès lors qu'il y a, on va dire que le volume des impayés et qu'il y a une certaine bonne foi de la part du locataire quant aux difficultés rencontrées par son activité commerciale, il n'y a pas mise en application automatique et immédiate de cette fameuse clause résolutoire. Très généralement, ce qui se passe, c'est que le juge des loyers commerciaux va mettre en place un échéancier quant au règlement de la dette générée par le locataire vis-à-vis de son bailleur. Et par contre, effectivement, si cet échéancier défini par décision de justice n'est pas respecté par le locataire, là par contre, et que ce dernier se maintient dans le local malgré le non-respect de ces obligations-là, là, il deviendra
ce qu'on appelle un occupant sans droit ni titre, et potentiellement il devra restituer le local commercial à son propriétaire. Donc là-dessus, il va falloir effectivement être vigilant, en sachant que moi aussi, ce que je notifie à un locataire, notamment qui rencontrerait des difficultés vis-à-vis de son bailleur, on a toujours la possibilité, au-delà de ce cadre légal prévu dans le Code du commerce, d'essayer de négocier à tout moment une résiliation amiable par écrit, avec un accord écrit entre le bailleur et son locataire quant à la résiliation du bail commercial qui le lie à son propriétaire. Après, bon, c'est de la négociation, donc certains sont assez, assez peu enclins à négocier, ou en tout cas vont vous demander, enfin vont demander au locataire occupant de payer la période restant à courir jusqu'à la fin de la période triennale, généralement en termes d'indemnité de montant de loyer. Euh, Après, il faut aussi garder à l'esprit en tant que propriétaire que certains oublient le fait que en tant que propriétaire, très généralement, sauf à avoir prévu une garantie stipulée dans le bail, si l'entreprise en question locataire part en procédure collective de liquidation judiciaire, les dettes de loyer, très généralement, ce sont des dettes, sauf à avoir des garanties bancaires, notamment en lien avec euh, la signature du bail commercial en question, ce sont ce qu'on appelle des dettes chirographaires pour lesquelles ils seront indemnisés et dédommagés en dernier en cas de procédure collective, malheureusement. Qu'en est-il du droit au renouvellement? Alors, concernant le droit au renouvellement, donc là aussi, comme je l'ai dit en introduction, quand j'ai évoqué le statut protecteur des baux commerciaux, c'est une disposition d'ordre public qui protège le locataire et qui lui permettra de poursuivre l'exploitation de son activité euh, dans le dit local. Donc, seul le locataire propriétaire du fonds de commerce et qui l'exploite depuis au moins de 3 ans bénéficie de ce fameux droit au renouvellement. Et il faut savoir que au terme des 9 années euh, que constitue le contrat signé entre le propriétaire et son locataire, le bail commercial ne prend pas fin et n'est pas renouvelé automatiquement. Pour être renouvelé, ce fameux bail commercial, il doit faire l'objet soit d'un congé délivré par le bailleur, soit d'une demande de renouvellement initiée par le locataire occupant. À défaut de congé délivré par le bailleur à l'issue des 9 ans ou de demande de renouvellement du locataire à l'issue aussi de cette période de 9 ans, eh bien, le bail se poursuit par tacite prolongation aux mêmes conditions et ce pour une durée indéterminée. Avec le risque pour le locataire occupant, si euh, ce, ce délai dépasse 12 ans, c'est-à-dire 3 ans supplémentaires par rapport au bail commercial initial signé, eh bien, la possibilité pour le propriétaire de déplafonner le montant du loyer et donc de l'augmenter de façon non substantielle. Donc, qu'en est-il du cas du congé délivré par le bailleur? Donc, il y a trois types de congés possibles par le bailleur. Un congé avec offre de renouvellement. Donc là, c'est le cas où le propriétaire, par un acte extrajudiciaire, 6 mois avant l'échéance, adresse une proposition de renouvellement à son locataire occupant, avec la proposition d'un nouveau bail, avec une durée et un loyer et les conditions. Deuxième cas, le congé sans offre de renouvellement avec indemnité d'éviction. Donc là, c'est dans le cas où le propriétaire souhaite récupérer son local commercial. Et dans ce cas-là, il devra effectivement être enclin à verser une indemnité d'éviction à son locataire euh, dès lors qu'il ne souhaite pas renouveler le bail commercial dont, dont il était, euh, dont le locataire était titulaire. Et troisième cas, le congé sans offre de renouvellement ou sans indemnité d'éviction, où là, pour pouvoir mettre en œuvre ce congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction, le propriétaire doit être enclin à être en capacité de prouver que euh, bah, l'indé- euh, le non-renouvellement du bail est lié à des motifs graves,
motif grave et légitime à l'encontre du locataire, notamment s'il y a eu des impayés, ça peut être des motifs qui peuvent justifier d'une demande de congé par le bailleur sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction, ou s'il est établi que l'immeuble au pied duquel est situé le local commercial doit faire l'objet d'une démolition partielle ou totale du fait d'un état d'insalubrité reconnu par l'autorité administrative, ou alors s'il est établi que ce dernier ne peut être occupé sans danger en raison de l'état du bâti. Voilà. Concernant la fixation du loyer du bail renouvelé, donc là encore, c'est une liberté contractuelle entre les parties, mais qui peut être plafonnée par la variation de l'ILC ou de l'ILAT, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les 3 dernières années. Vraiment, le cas du déplafonnement au moment du renouvellement d'un bail commercial, ce renouvellement soit à l'initiative du bailleur ou du locataire, euh, faut que ce soit justifié par un changement notable des facteurs locaux de commercialité qui pourrait justifier un déplafonnement. Mais là, pour le coup, c'est assez rare. Dernière clause et point clé à connaître en lien avec la signature d'un bail commercial, la question de la cession. Donc là aussi, c'est un droit fondamental pour le locataire protégé par l'ordre public et qui va permettre de transmettre le bénéfice du bail à un tiers. Donc là-dessus, il faut être effectivement, toute clause, là encore contraire, sera réputée comme étant non écrite. Alors excusez-moi, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui est... Hop. Toute clause contraire sera considérée comme non écrite. Alors, trois possibilités. Soit une cession automatique avec le fonds de commerce. Là, c'est le cas où le locataire peut céder, bien sûr, librement son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce, sans autorisation préalable de son bailleur. Par contre, bien sûr, l'activité doit être poursuivie par le cessionnaire, c'est-à-dire par le repreneur, sinon, ou alors avoir obtenu l'accord du bailleur quant à une déspécialisation plénière du local commercial. Quoi qu'il en soit, en termes de formalité, dans ce cas-là, il y a une notification qui doit être faite au bailleur par acte extrajudiciaire dans le mois de la cession, sous peine inopposabilité. Excusez-moi. Euh, Autre volet, le cas est aussi, bien sûr, observé, parce que de plus en plus de collectivités locales, notamment seine-et-marnaise, mais de manière générale sur l'ensemble du territoire national, ont mis en place ce qu'on appelle un périmètre de sauvegarde des activités commerciales et artisanales, et avec l'obligation dans ce cas-là, pour le locataire qui souhaite céder son fonds de commerce, d'adresser une DIA préalable si la ville envisage de préempter. Je sais que c'est un certain nombre de villes le font en Seine-et-Marne. Voilà, il y a cette obligation pour euh, l'exploitant commercial, le locataire occupant, d'adresser une DIA, déclaration d'intention d'aliéner, en cas de cession du fonds de commerce, mais également en cas de cession du droit au bail seul. Alors là, par contre, en cas de cession du droit au bail seul, là, le locataire occupant doit obtenir l'accord de son bailleur. C'est généralement ce qu'on appelle une clause d'agrément tacite où le propriétaire a la possibilité de refuser la cession exclusive du droit au bail de son locataire ou en demandant euh, une exigence préalable de paiement des loyers ou en demandant une indemnité de cession. Donc là-dessus, depuis la loi Pinel concernant la garantie solidaire, quoi qu'il en soit, la garantie légale du cédant, elle ne peut excéder 2 ans post à la cession. Donc ça, c'est un élément important, hein. C'est-à-dire que quand on cède son bail commercial et que il faut, en tant que locataire occupant, il faut être regardant sur la qualité de la personne à qui on va céder son bail commercial, dans la mesure où on peut être rattrapé par son ancien propriétaire pendant encore 2 ans en cas de non-respect des obligations du locataire auquel on a cédé son bail commercial, notamment la question du paiement des loyers. Donc là-dessus, il faut être très très regardant au moment de la cession exclusive du droit au bail.
C'est bon pour vous? Derniers éléments que je voulais voir avec vous avant de vous laisser un temps pour me poser des éventuelles questions par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a plusieurs pistes de réforme sur la réglementation des baux commerciaux qui ont été discutées au cours de l'année dernière, notamment, comme je le disais, dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique, sans qu'elle soit aujourd'hui définitivement adoptée à ce jour, euh, notamment avec en, en tout premier lieu un recentrage du droit de préférence sur le droit de préférence. Est-ce que ça parle à tout le monde? Peut-être pas. Le droit de préférence, c'est le cas où euh, lorsqu'un propriétaire souhaite vendre les murs, le locataire occupant a un droit de préférence quant à l'acquisition des murs dont il est le locataire occupant. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, mettre en place une mensualisation globale du loyer, que cela devienne une disposition d'ordre public pour faciliter la gestion de trésorerie de la part des, euh, des commerçants. Effectivement, il y a cette volonté de la part du législateur de donner euh, un caractère d'ordre public, ou en tout cas une disposition d'ordre public à la question de la mensualisation des loyers. Donc ça, c'est aussi, en gros, ça veut dire que tout locataire commercial pourra exiger un paiement mensuel et à terme échu du loyer et que bah, du coup, euh, le bailleur ne pourra en aucun cas s'opposer à cette demande, sauf impayé caractérisé. Donc là, cette disposition, si elle est mise en œuvre, elle a vocation à s'appliquer immédiatement, à la fois au baux en cours, bien sûr si le locataire est à jour de ses loyers. Et donc ça sous-entend que par conséquent, toute clause imposant un paiement trimestriel serait réputée comme étant non écrite. Euh, Autre disposition qui est prévue effectivement dans ce projet de loi de simplification de la vie économique en lien avec la réglementation des baux commerciaux, l'autorisation des fameuses clauses tunnels pour l'indexation du loyer, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais surtout, et ce qui est très important, deux choses. Un, l'encadrement des garanties locatives avec le plafonnement de cette garantie à de cette garantie demandée à son locataire occupant et la restitution du dépôt de garantie au locataire. Donc ça, c'est un élément important. Et enfin, dernière chose, donc deux dernières choses. Un, le renforcement du cadre de la clause résolutoire et des délais judiciaires avec un encadrement renforcé, notamment sur le fait de trouver un accord amiable avant toute mise en œuvre de la clause résolutoire euh, par le, par le propriétaire. Et enfin, et ça aussi, c'est pas négligeable, que la taxe foncière sur les propriétés bâties ne soit plus répercutable à son locataire occupant. Bah, là encore, bon, c'est effectivement très important dans la mesure où euh, cet article va à l'encontre, comme on l'a vu, de la pratique actuelle qui fait que dans la quasi-totalité des baux commerciaux, le propriétaire met à la charge de son locataire occupant la taxe foncière sur les locataires commerciaux. Et le risque, malgré tout, même si ça devient une nécessité, c'est que si ce texte enfin, est publié, le bailleur pourrait néanmoins être tenté bah, de récupérer l'équivalent de cette somme à travers le montant du loyer. Donc, mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que cette volonté de réforme, elle s'inscrit là encore dans une volonté du législateur d'apporter une protection accrue à nos commerçants. Voilà. Donc là-dessus, bien sûr, on vous tiendra informé hein, dès que le texte sera publié et que ces évolutions réglementaires seront applicables et mises en œuvre. Bien naturellement, vous en serez les premiers informés, tout comme les porteurs de projets et commerçants qu'on est amenés à accompagner. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. J'espère que je vous ai. Alors, j'avoue que la thématique étant ce qu'elle est, c'est pas forcément des plus simples à aborder parce que c'est très juridique, mais pour autant, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, la maîtrise de ces notions de baux commerciaux et de clauses très très importantes à relire et sur lequel il faut être attentif avant toute signature d'un bail commercial, c'est quelque chose sur lequel vous devez alerter vos commerçants ou vos porteurs de projets parce que la responsabilité contractuelle en lien avec civile contractuelle en lien avec la signature d'un contrat. Aujourd'hui, parmi les contrats sensibles, le contrat de bail en est un, tout comme le contrat de prêt, mais le contrat de bail en est un au premier du chef.
Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que des réactions éventuellement? N'hésitez pas à prendre la parole, à activer votre micro si vous avez des questions. Ou alors, si vous n'en avez aucune, c'est que j'ai été très clair, ce qui m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas. Moi, Julien, Oui, oui, Enora, c'est je Enora. t'écoute. Bonjour, rebonjour. Bonjour. J'ai juste une petite question concernant les professions dites libérales. Ouais, Moi, j'ai comment dire un cas de figure là par rapport à à l'installation d'une kinésithérapeute dans un local commercial. ok, Voilà, et il y a eu un sujet justement autour de la rédaction, enfin de la construction du bail. d'accord. Quel type de bail pour les professionnels de santé? Est-ce qu'elle n'est pas considérée comme Alors, c'est ce profession? que je disais, je sais pas, j'ai évoqué ça au tout début, je sais pas si tu étais là, ou peut-être que Ça m'a échappé peut-être. pas de problème. Tout ce qui est profession libérale de santé, mais également tout ce qui est prestataire de services libéraux, type avocat, expert comptable, architecte et autres, normalement, ils relèvent, eux, du principe du bail professionnel et non du bail commercial. D'accord? Et ok, alors d'accord. Ok. Et donc Mais depuis la loi LME, donc depuis 2008, les professions libérales peuvent choisir de s'appliquer le statut des baux commerciaux. Et dans ce d'accord. cas-là, il faut que ce soit fait par stipulation expresse et non équivoque dans le contrat de bail signé entre le propriétaire et la profession libérale occupante. C'est-à-dire ce que je disais, une clause du type les parties soumettent expressément le présent bail au statut des baux commerciaux. Ok. Ouais, je pensais qu'il y avait une différence avec les professionnels, enfin que c'était qu'on différenciait les deux professions en fait, C'est-à-dire, entre professionnels qui relèvent des professions libérales et ceux bah, c'est tout. dits. Normalement, le champ d'application, c'est tout ce qui est activité libérale non commerciale. Ok, ça marche. Ça, normalement, elle relève des baux professionnels. Mais l'intérêt des baux professionnels, comme je le disais tout à l'heure, c'est que bah, ils sont conclus pour une durée de 6 ans et non de 9 ans. D'accord? Et Ouais. autre chose, l'intérêt premier de ce type de contrat, c'est qu'ils peuvent être résiliés librement avec préavis de 6 mois. Mais par contre, bah, le bailleur peut donner congé à son locataire sans motif et sans indemnité à l'échéance. C'est-à-dire qu'à la Mm. fin des 6 ans, il peut dire, bah, moi, il n'y a pas de droit au renouvellement, en fait. C'est pour ça que euh, un certain nombre de professionnels de santé, bah, pour se sécuriser de ce point de vue-là, font le choix de- d'intégrer, de se placer sous la protection du statut protecteur des baux commerciaux pour obtenir ce droit au renouvellement au bout des 9 ans. Ok, ouais, ouais. Je vois la différence. Ok, merci. Désolée, hein, que j'ai eu un Aucun appel, problème. je pense, à ce moment-là. Aucun problème, Pardon. Enora. Pas de souci. C'est Madame Martinez, c'est ça? Qui avait une question. Oui, alors en fait, c'est sa collègue. Je suis au Ah, pardon, service excusez-moi. juridique. Je voulais D'accord. juste faire que vous nous fassiez une précision quand même, parce que là, vous nous parlez des bons commerciaux. Ouais. Juste peut-être préciser la distinction entre domaine public et privé, puisque bien entendu, le bail commercial ne peut avoir lieu que sur le domaine privé de la collectivité. Et Oui. cette distinction, parfois, elle peut être complexe à faire. Ah, on est d'accord. Alors moi, c'est vrai que je parlais exclusivement du domaine privé parce que c'est ce à quoi on est amené à être confronté en termes de typologie de personnes à rencontrer et notamment sur le parc des locaux qu'on est amené à accompagner, enfin à accompagner, que ce soit les bailleurs ou ou que ce soit les porteurs de projets. On est plus sur des locaux commerciaux à destination d'activités commerciales, mais oui, Bon, bah voilà, non, c'était juste. aucun problème. Et sinon, vous pouviez rapidement refaire un petit topo sur la distinction ou pas du tout? C'est pas obligé, peut-être. Bah, j'ai dit ce qu'était ce que j'ai défini, peut-être vous étiez là, peut-être pas au début, mais j'ai défini ce qu'était un bail commercial. C'est vraiment la mise à disposition pour un local commercial d'activité, enfin un local d'activité commerciale ou artisanale. On est vraiment dans ce cadre-là, pour une certaine durée, moyennant un certain prix et selon certaines conditions. Donc c'est là, dans ce cas-là, où on est vraiment dans le cas d'une véritable et que pour que le statut protecteur du bail commercial soit applicable, il faut qu'il y ait un contrat de location, il faut qu'il y ait un local commercial,
il faut que ce soit pour l'exploitation d'un fonds de commerce ou artisanal, et il faut bien sûr que le locataire occupant soit euh, inscrit au registre national des entreprises. D'accord, merci. En tout état de cause, voilà, enfin, je ne sais pas si vous, par rapport à à vos, aux commerçants, porteurs de projets que vous êtes amenés à accompagner, nous, enfin, que ce soit moi ou mes collègues Caroline, Agnès et mais également les conseillers création de la CCI Seine-et-Marne, la question du contrat de bail commercial, c'est un enjeu essentiel pour nos porteurs de projets et nos commerçants. Moi, j'ai encore trop de commerçants ou trop de porteurs de projets qui méconnaissent les incidences que pourrait avoir telle ou telle clause quant à l'exploitation future de leur activité commerciale dans le dit local. Donc, notamment sur que ce soit sur la clause de révision du loyer, de voir quelle sera l'évolution du loyer, parce que c'est un élément important, mais aussi quelles sont les charges qui ont été mises à, à l'autre du locataire occupant par le propriétaire, qui peut faire varier le loyer de façon non substantielle par rapport au montant que ce dernier va être amené à régler mensuellement ou trimestriellement à son propriétaire. Et également, effectivement, cette question de la clause de solidarité, par exemple, en cas de cession exclusive du droit au bail et pas du fonds de commerce, qui fait que le cédant est encore tenu pendant une période de 2 ans suite à la cession, en cas de non-paiement des loyers par la personne à qui il a cédé son droit au bail. Parce qu'on a de plus en plus de, de, voilà, de porteurs de projets ou en tout cas de commerçants qui envisagent, parce que l'activité ne fonctionne pas forcément, d'arrêter et de céder le seul actif qui a encore un peu de valeur dans le cas de l'exercice de leur activité. Mais faut qu'ils aient conscience que s'il y a cette clause de solidarité dans le bail, eh bien, eux, ils seront encore tenus pendant 2 ans suite à la cession en cas de non-respect des obligations par le cessionnaire vis-à-vis du propriétaire. Donc ça a des incidences non négligeables pour vos commerçants. Donc, bien les encourager à bien lire le bail ou le projet de bail ou de bien demander un projet de bail avant de signer quoi que ce soit. Enfin, nous, c'est quelque chose sur lequel on insiste fortement, que ce soit nous en accompagnement des commerçants d'ores et déjà installés ou des porteurs de projets ayant un projet commercial, mais également nos collègues du service création, où ils sont très regardants sur ce type de documents juridiques qui sont quand même fortement engageants, même si, comme je l'ai dit, le législateur a tendance à essayer de plus en plus de protéger le locataire vis-à-vis de son bailleur quant à ce que ce dernier peut mettre à la charge de son locataire et pour donner aussi un peu de souplesse, notamment sur les questions de règlement des loyers, parce qu'effectivement, notamment sur le caractère de donner un caractère d'ordre public à la mensualisation, parce qu'effectivement, c'est plus simple de gérer cette question quand on a en termes de trésorerie lorsqu'on sait mensuellement ce qu'on va être amené à payer, plutôt que le fonctionnement par trimestre en termes de mode de règlement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais aussi que beaucoup d'entre vous ont développé, et Nora pourra en parler, puisque avec la boutique éphémère, notamment sur les baux dérogatoires, donc ça aussi, hein, faut rappeler qu'il y a un cadre légal du bail dérogatoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec à la fois le fait que ce soit bien un contrat écrit, le fait de bien mettre en avant le fait qu'on remet en cause, ou en tout cas on stipule qu'on ne veut pas bénéficier du statut des baux commerciaux dans le dit contrat signé, et le fait que normalement la durée totale ne peut pas excéder 3 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Donc, de toute façon, le support sur lequel je me suis appuyé pour réaliser l'intervention vous sera adressé à toutes et à tous. Je vous remercie encore une fois de votre participation à cet atelier de ce matin. Euh, il y aura un nouvel atelier qui sera organisé au mois de février. J'ai pas encore arrêté totalement la thématique, donc je vous en tiendrai informé rapidement, de toute façon, comme je l'ai fait là pour celui du mois de janvier. Et puis, s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'un atelier se tienne au cours de cette année 2026, en lien avec le commerce, l'activité commerciale, parce que par exemple la question en lien avec les baux commerciaux et la question des foncières, je sais que de plus en plus de collectivités s'interrogent sur la mise en place de foncières
pour l'acquisition et la gestion des locaux commerciaux sur leur territoire respectif. J'en avais déjà fait un sur cette thématique-là, si je ne me m'abuse, ça devait être en 2024, mais ça peut être renouvelé bien naturellement en 2026 parce que c'est un sujet important. Nous, Chambre de commerce, on est impliqué notamment dans deux grosses foncières sur Melun et sur Meaux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me signaler par retour de mail suite à l'envoi du support s'il y a des thématiques sur lesquelles vous souhaitez que ces rendez-vous du commerce portent. Voilà. Et puis, bah, quoi qu'il en soit, l'ensemble de l'équipe commerce et action territoriale de proximité de la CCI Seine-et-Marne, bien sûr, reste à votre disposition pour l'accompagnement de vos commerçants, de vos entreprises de proximité et de vos collectivités. Voilà. Ah, Cécile, tu Monsieur, voulais pas. Ah, allez-y, je ne sais pas oui, qui veut Monsieur prendre la parole. Fourniron, Oui, David Claudet, oui, de la oui, CC Provinois, je complète rapidement ce que vous évoquiez tout à l'heure sur au sujet du bail dérogatoire, hein, sur le resto à l'essai qui a été mis, oui. qui a été porté, le projet de resto à Excusez-moi, je l'essai me qui a été souvenais plus de la porté. commune. Il y a trop de communes en Seine-et-Marne et je me souviens plus du nom de la commune. Bon, voilà, projet d'installation d'un gérant resto à l'essai, donc sur la C'est commune de Chenoise, non? C'est pas ça? Chenoise-Cucharmois. Pardon? C'est pas Chenoise, vous avez Oui, dit? Chenoise-Cucharmois, oui, oui. Ah, voilà, c'est ça. À 10 minutes de Provins, au nord de Provins. Un projet bon, on a porté la CC Provinois avec les acteurs du réseau Initiative 77, Tout à fait. dont la CCI. Alors effectivement, initialement, il était prévu de rédiger un bail dérogatoire par le fait que c'était aussi une expérimentation, donc installer un restaurateur sur une période assez courte, pour qu'il puisse Tester son activité. voilà, faire ses preuves. Et puis finalement, on a basculé assez vite sur le régime de droit commun des D'accord. baux commerciaux. Parce que notamment, il fallait des garanties bancaires, ça rassurait la banque parce qu'il y avait des investissements complémentaires à apporter. Initialement, suite à la liquidation judiciaire du précédent gérant, la CC s'est portée acquéreur en gré à gré des éléments corporels du fonds de commerce Ah, ok, d'accord. pour pouvoir fournir une offre clé en main aux futurs repreneurs. D'accord. Et étant donné qu'il s'est passé 2 ans entre la liquidation et le portage de ce projet du resto à l'essai, il y a eu effectivement le matériel, la question de la vétusté qui s'est posée. Donc, on a pris l'option, non pas de mettre à disposition l'ensemble du matériel, mais de le céder à la valeur résiduelle dans le D'accord. bail. Et tout ça, mis bout à bout, justifiait que l'on parte avec l'accord évidemment du locataire, hein, et du réseau sur un bail de droit Classique. commun. Enfin, un bail Voilà. commercial classique. Ouais, un bail classique, tout à fait. Ok. Ok. Mais effectivement, bah, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que là aussi, hein, moi j'insiste souvent sur ces questions-là, notamment sur les porteurs de projets que je peux être amené à accompagner dans le cadre de la formation permis d'exploitation, parce que je suis, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis aussi formateur quant à la délivrance du permis d'exploitation pour la mise au nom du futur exploitant d'une licence, qu'elle soit débit de boisson ou restaurant. Parfois, quand j'ai des stagiaires en formation, je leur dis, mais faites attention aussi parce que bah, quant à la nature du contrat que vous allez signer avec le propriétaire du local commercial que vous souhaitez exploiter, notamment parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème du bail dérogatoire, c'est qu'il n'y a pas de renouvellement, hein. Donc tous les investissements que vous allez engager, Mm. notamment les travaux. Alors, je ne parle pas des investissements matériels, mais surtout les travaux. Potentiellement, le propriétaire, lui, il va récupérer un local totalement neuf, peut-être pas, mais en tout cas mieux aménagé qu'il ne l'était au préalable au moment de la signature du contrat. Et vous, vous pourrez en aucun cas demander un droit au renouvellement, ni même une indemnité d'éviction. Donc voilà, donc faut être vigilant sur ces questions-là. Après, c'est vrai que pour des locaux commerciaux de cette nature où on a des investissements lourds en lien avec l'exploitation de l'activité commerciale, c'est mieux d'avoir un bail commercial classique. Ouais. Et pour finir, donc, la question de la mutation de la licence aussi s'est posée, hein. Alors, on a eu des difficultés à avoir vraiment des éléments euh, juridiques D'accord? euh, Parce que par la rapport. licence, c'était un élément incorporel du fonds de commerce qui faisait l'objet de la liquidation, donc elle a été vendue aux enchères. Oui, non, non, en fait, Ah bon? Ah, non, non, la licence n'a pas été vendue. Bon, on a procédé à une mutation simple, hein, de la d'accord, licence avec accord de la commune, voilà. Mais c'est vrai que c'était quand même un nœud juridique à dénouer au d'accord. moment de la Parce que reprise. généralement, parmi les éléments, les actifs d'une société en liquidation,
comme un établissement de restauration, souvent la licence fait l'objet, alors, enfin, par le liquidateur judiciaire, bah, comme c'est un des actifs qui permet de désintéresser les créanciers, souvent elle est vendue aux enchères. Donc Mhm. après, effectivement, quand c'est la dernière licence 4 de la commune concernée, moi j'ai eu le cas pour une commune sur le C'est Nord le cas, oui. Seine-et-Marne, dont je Mhm. le tairai le nom, où le maire s'est battu pour racheter enfin, procéder au rachat de la licence avant l'ouverture de la procédure collective. Mhm. Pour éviter justement que la licence 4 parte sur une autre commune de Seine-et-Marne, voire sur un autre département limitrophe, avec accord bien sûr des services de la préfecture. Mais voilà, ce sujet-là, alors si la question des licences et de la réglementation des licences est un sujet qui vous intéresse, vous avez accès, j'ai fait un, un- un- enfin, un des rendez-vous des managers sur cette thématique-là en fin d'année dernière. C'était un rendez-vous qui a été fait en partenariat avec ma collègue de la CCI 95. Donc c'était sur les deux. C'était en présentiel. J'étais en présentiel à Sarcelles, euh, mais vous y aviez accès en tant que Seine-et-Marnais également sur cette question-là. Et le replay ainsi que le support est téléchargeable sur la page rendez-vous des managers du commerce local de la CCI Seine-et-Marne. Entendu. Cécile, tu avais une question, tu as levé la main. Oui, j'ai deux petites choses, Vas-y. deux petites questions. La première, Ouais. est-ce qu'il existe un support à la CCI concernant la gestion des déchets? Parce que je me suis Alors, rapprochée du CITREM, je me suis la rapprochée de la gestion des déchets, CNG. on a fait là aussi, j'ai fait un webinaire sur ce sujet. Tu l'as eu, le support, ou pas? J'avoue que là, je suis tellement j'ai la tête sous l'eau, je suis toute seule. Je, Bon, j'en peux alors, plus. deux Je gère choses. les déchets, enfin, je Pas de gère tout et problème. n'importe Je quoi. comprends, Cécile, t'inquiète pas. Je sais que vous êtes par moi et par vous les uns et les autres en fonction des thématiques sur lesquelles vous êtes positionnés par votre collectivité. Et Nora pourra en témoigner, mais je crois que malheureusement, elle a dû nous laisser. Non, oui, tu as là aussi, tout comme au-delà de la question de la réglementation D'accord, des débits de boissons, j'ai fait un rendez-vous des managers sur la question de la gestion des déchets, à la fois super. par les commerçants et par les collectivités. C'était avant l'été. Et tu Avant dois l'été. avoir, alors non pas la vidéo parce que mes collègues ne souhaitaient pas à ce que le rendez-vous soit enregistré, donc il n'y a pas le replay, mais par contre tu as le support D'accord, téléchargeable. je vais regarder parce on a une grosse problématique sur le sujet. Je pense que c'est partout pareil dans les villes. Bah, c'est pour ça que j'avais fait ce rendez-vous Ouais, je crois que c'était au mois de juin, de souvenir, mai ou juin. Donc, super. donc là-dessus, aucun problème, tu peux. Et puis le cas échéant, je pourrais te mettre en relation avec mes collègues qui gèrent cette problématique et cette thématique au Avec sein de la grand CCI. plaisir. Parce que Parce ben, que en je sais fait, qu'on je gère pas les on a fait déchets, moi. Donc, j'ai contacté le CITREM, j'ai contacté on plein a fait un, d'organismes je pour sais avoir qu'elles des ont fait. réponses juridiques pour pouvoir faire un courrier aux commerçants. J'ai pas eu une seule réponse Ah, claire. je sais qu'on a Donc, fait voilà. notamment aussi une réunion en partenariat avec la ville de Logne et le gestionnaire des déchets sur cette commune. Donc ça va être le Citrem également, ou peut-être un autre, délocalisé sur Logne, à laquelle étaient D'accord. conviés les commerçants. Parce que si Donc ça ça, peut c'est possible aussi. intéresser les collègues, en tous Bien les sûr. cas, la réponse que j'ai eue du CITREM la plus claire, c'est que les commerçants peuvent obtenir un bac OMR Oui. de 120 litres, 240 litres et 770 litres, collectables deux fois par semaine par le maximum par le CITREM, hors déchets recyclables. Hors Voilà, moi, déchets recyclables. Ok, d'accord. Ok. voilà. En gros, moi, c'est la réponse qu'ils m'ont fait. C'est D'accord. celle que je vais donner parce que c'est la seule qui est carrée. Mhm. Et je voulais aussi vous parler, la ville de Bussy organise son forum emploi le 18 mars, Donc toute dans un la mois, journée, enfin un peu comme plus l'an d'un mois et demi. passé. Il y a environ 150 exposants, donc D'accord. n'hésitez pas à venir, vous êtes tous invités. Ah, c'est gentil. Et bah oui, c'est normal. Et je voulais voir avec vous si à la CCI, vous avez un interlocuteur qui pourrait intervenir sur un des colloques concernant l'intelligence artificielle et les métiers de demain. Alors, sur l'IA appliquée aux entreprises et notamment aux commerçants, on a fait mais peut-être que tu y étais, c'était en fin d'année dernière, je crois, c'était tout début décembre, on a fait une conférence sur cette thématique-là Tout à fait. dans nos locaux.
C'est pour ça que je me permets de poser la question. Je ne sais pas si tu y étais ou pas, au final. J'y suis allée, mais j'ai pas pu rester Ah, tu n'as pas pu rester jusqu'au bout. toute Donc, ouais. Ouais. Donc, est-ce que ma collègue Virginie pourrait intervenir sur cette thématique? Tout à fait. Sans doute. À ce moment, est-ce que tu as ses coordonnées ou pas? Pas du tout. Donc, je t'enverrai ses coordonnées pour voir avec elle si Super. effectivement elle pourrait être enclin à intervenir et de montrer aussi dans quelle mesure nous, parce que la question de l'intelligence artificielle, c'est un enjeu important, tout comme un autre enjeu, et d'ailleurs peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un d'un prochain rendez-vous des managers, parce que ça va concerner, y compris les commerçants, la question de la facturation électronique. Je ne sais pas si vous êtes Tout à au fait. sujet sur ce fait-là, qui doit être mis en œuvre, en tout cas en réception pour les toutes petites entreprises à compter du mois de septembre prochain. Pas en émission, mais en réception. Voilà, la question de l'IA, c'est un enjeu important pour nous, et notamment comment l'application de l'IA, y compris aux toutes petites entreprises et aux activités commerciales en particulier. Comment utiliser Tout à l'IA fait. pour se Mm. développer commercialement et autres. Voilà. Alors, la CCI a un stand, hein, comme chaque année Ok. sur le Je forum. suppose que c'est mes collègues de la création qui vont être présents. Je ne Je sais pas suppose. qui a répondu chez vous. C'est sans doute Euh, Charlotte. C'est sans Je doute. regarde. C'est pas Charlotte Perrault par hasard? Je regarde CCI, ça sera plus simple et je regarde qui a répondu. Parce que c'est... En tout état de cause, je vais laisser les autres peut-être se Oui, déconnecter, bien sûr. sauf à ce qu'ils aient des questions. Mais en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée, un très bon début d'année, et puis à votre disposition. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. C'est Madame Adriana Lina.